Bienvenue à la séance publique du Conseil municipal du mardi 2 juillet 2024. Je débute en souhaitant la bienvenue aux nouveaux résidents de Saint-Hyacinthe. Pour découvrir tout ce que notre ville a à offrir, je vous encourage à visiter notre site Internet. Vous y trouverez une mine d'informations sur nos services municipaux, nos parcs, nos événements et bien plus encore. N'hésitez pas à explorer et à vous impliquer dans notre belle communauté. J'aimerais maintenant prendre un moment pour exprimer au nom de l'ensemble du Conseil municipal nos préoccupations au gouvernement provincial concernant la planification à long terme des infrastructures scolaires sur notre territoire. Nous déposerons d'ailleurs ce soir une résolution à ce sujet. Le recours croissant aux classes modulaires, des classes aménagées temporairement et annexées à l'école existante, relève des lacunes importantes et souligne l'urgence de trouver des solutions durables. À Saint-Hyacinthe, les classes modulaires sont interdites. Cependant, pour ne pas pénaliser les élèves, nous nous voyons contraints de tolérer ces structures temporaires qui sont de plus en plus fréquemment utilisées par le Centre de services scolaires pour pallier le manque de classes pour les élèves. Cela reflète un mode de gestion réactif et à court terme de la part du ministère de l'Éducation qui devrait être remplacé par une planification concertée et à long terme avec tous les acteurs concernés. Nous déplorons particulièrement que la Ville soit informée des projets de construction d'écoles à la pièce et que les demandes de permis soient déposées tardivement, parfois même une fois le chantier déjà amorcé. Nous comprenons que cette situation découle en grande partie du fait que le Centre de services scolaires est tributaire des décisions du ministère de l'Éducation. Cependant, cela nous oblige à accorder des dérogations, une solution qui devrait être réservée aux situations exceptionnelles et non devenir la norme en raison du manque de planification. Le Conseil municipal de Saint-Hyacinthe déplore vivement cette situation. Les classes modulaires ne sont pas une solution durable, mais plutôt une illustration d'un malaise grandissant dans la gestion des infrastructures scolaires. Nous demandons donc au Centre de services scolaires de Saint-Hyacinthe de revoir ses pratiques de planification dans le but d'élaborer des solutions à long terme. Une concertation rigoureuse et proactive est essentielle pour répondre adéquatement aux besoins éducatifs de notre communauté. Les enjeux de financement sont également problématiques. La Ville est désormais responsable de fournir les terrains nécessaires à la construction des écoles, une tâche complexe dans notre contexte urbain. Nous devons acheter, démolir les constructions existantes et décontaminer les terrains avant de les céder au Centre de services scolaires. Comme nous l'avons déjà affirmé, nous déplorons vivement ce transfert de responsabilité financière du palier du gouvernement provincial au municipal, qui n'est assurément pas accompagné d'une décentralisation du pouvoir décisionnel, ce qui entrave notre capacité et celle du Centre de services scolaires à planifier efficacement l'offre de services scolaires sur notre territoire. Nous espérons que notre appel sera entendu et que des mesures concrètes seront prises pour améliorer la planification et la gestion des infrastructures scolaires pour nos citoyens et citoyennes et les générations à venir. Excusez-moi. Cette situation n'est pas unique à Saint-Hyacinthe. Bien des villes sont confrontées aux mêmes enjeux. À titre d'exemple, la ville de Val-David doit exproprier un terrain représentant un coût estimé à 29 millions de dollars, alors que le budget annuel de cette municipalité est de seulement 12 millions de dollars. Ça n'a aucun sens. Voilà pourquoi des solutions à l'échelle nationale doivent être déployées. Je poursuis sur une bonne nouvelle. Le 20 juin dernier, nous avons officialisé la construction du projet de mission unité aînée qui permettra la création de 100 nouveaux logements abordables pour aînés autonomes. Une cérémonie de pelletée de terre a eu lieu sur le site du projet, soit l'ancien pavillon Desjardins de la médiathèque Mascoutaine, en présence de nombreux dignitaires et partenaires. Il s'agit même de la première pelletée de terre des 10 projets de construction de mission unité aînée. Les travaux de construction devraient durer moins de 2 ans. Une fois terminés, Habitation Masca assurera la gestion de l'immeuble et la sélection des personnes qui y résideront.
J'en profite pour remercier chaleureusement toute l'équipe d'Habitation Masca sous la direction de M. Jean-Claude Ladouceur, ainsi que l'Office d'habitation des Mascoutins et d'Acton sous la direction de M. Olivier Griffin, qui travaillent d'arrache-pied à longueur d'année pour aider nos citoyens et citoyennes à avoir un toit au-dessus de leur tête. Soyons clairs, il y a bel et bien une crise du logement ici et partout au Québec. Heureusement, et grâce au travail d'Habitation Masca et de l'Office municipal d'habitation des Mascoutins d'Acton et de leurs partenaires au sein des organismes communautaires, la crise du 1er juillet est bien moins pire ici qu'ailleurs. Bien que la situation demeure délicate, elle est néanmoins sous contrôle. Et nous poursuivrons les efforts pour répondre aux besoins de nos citoyens et de nos citoyennes. Merci à tous les acteurs du milieu pour cet effort concerté. En prévision des déménagements à venir sur notre territoire, une collecte de gros rebuts aura lieu dans les différents secteurs au moment suivant. Le secteur 3 aura lieu demain, le 3 juillet, le secteur 4, jeudi, le 4 juillet, le secteur 5, vendredi, le 5 juillet. Je tiens toutefois à rappeler que la meilleure alternative pour vos objets est leur réemploi. Pensez à leur donner une seconde vie. Les informations concernant les rebuts acceptés lors de la collecte sont disponibles sur le site Internet de la Régie au www.riam.québec. Chaque année, la vague des déménagements est malheureusement accompagnée d'un nombre élevé d'abandons d'animaux de compagnie, particulièrement des chats. Cette situation engendre plusieurs enjeux liés à la présence de chats errants et de chats domestiques circulant librement sur le territoire. À Saint-Hyacinthe, nous faisons face à une importante population de chats, ce qui entraîne des problèmes tels que la surprédation, la compétition entre espèces et la propagation de maladies. Par exemple, bien que le chat ne soit pas un prédateur naturel des oiseaux, il est l'une des causes majeures du déclin des populations d'oiseaux. En plus de ces impacts environnementaux, les chats eux-mêmes sont exposés à divers risques, tels que des collisions avec des véhicules, l'exposition à certaines maladies et parasites. Pour limiter ces problèmes, notre règlement 30 interdit à toute personne de nourrir un chat dont elle n'est pas le gardien. En plus de respecter ce règlement et en tenant compte des enjeux mentionnés précédemment, nous vous invitons à adopter les bonnes pratiques avec vos chats domestiques pour les protéger et éviter la prolifération des chats en libre circulation, ainsi que les inconvénients qu'ils peuvent causer. Faites stériliser vos chats, gardez-les à l'intérieur des limites de votre propriété, faites-les vacciner, évitez de les nourrir si vous n'êtes pas leur gardien. Nous reconnaissons que le sujet des chats est délicat et suscite beaucoup d'émotions. Toutefois, il est essentiel de parler franchement de ces enjeux bien documentés et analysés pour lesquels des solutions existent. Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration. Passons maintenant au sujet d'environnement. Depuis hier, il est interdit d'arroser sa pelouse jusqu'au 31 juillet. Pour assurer l'application de cette réglementation, nous augmenterons la présence d'inspecteurs sur le territoire. Vous pouvez consulter la réglementation complète sur notre site Internet au www.st-hyacinthe.ca/O. Depuis plusieurs semaines, nous avons multiplié nos appels à tous pour informer la population de cette mesure visant à protéger l'eau potable. Je tiens néanmoins à vous rappeler l'importance de rester informé des actualités mascoutaines. Cela relève également de votre responsabilité. Les divers canaux de diffusion pour partager l'information sont les suivants. La séance du Conseil, la radio locale Boom FM, les médias sociaux, les journaux, l'infolette de la Ville, les communiqués de presse, nos bulletins municipaux, divers dépliants qu'on produit, les panneaux numériques de la Ville, le site Internet et la télévision dans les bâtiments municipaux. La Ville de Saint-Hyacinthe utilise tous les moyens possibles pour vous transmettre les informations pertinentes. Cependant, il est essentiel que chacun fasse sa part pour s'informer adéquatement. Je compte sur votre collaboration pour adhérer à cette initiative positive sur notre environnement.
Et il n'y a pas de question de dire « je n'étais pas au courant du règlement » parce qu'on fait tout en notre pouvoir pour vous informer que si jamais il arrive une problématique, ce n'est pas une bonne façon de plaiter son constat en disant « je n'étais pas au courant » parce que la Ville de Saint-Hyacinthe travaille très fort pour vous en informer. Passons maintenant aux activités culturelles. J'aimerais parler brièvement de notre bibliothèque Théa Saint-Germain et de certaines irrégularités en matière d'accessibilité universelle. À la suite du témoignage d'une citoyenne en séance publique en décembre dernier, nous avons immédiatement entrepris plusieurs vérifications du bâtiment. Nous avons également organisé 2 visites exhaustives de la bibliothèque. La première en compagnie d'organismes locaux travaillant avec des personnes ayant un handicap et la deuxième avec des représentants du Centre intégré de santé et des services sociaux de la Montérégie-Ouest et de l'Institut Nazareth et Louis Braille, détenant une expertise en matière d'analyse de l'accessibilité. Je tiens également à mentionner que dès la préparation des plans à l'automne 2020, nous avons sollicité l'accompagnement du CISMO et de l'INLB pour nous assurer que les plans respectaient les derniers standards établis. Malheureusement, en raison de la crise de la COVID-19, ces organismes n'ont pas pu offrir leur soutien comme prévu en amont de la réalisation du projet. Cette situation exceptionnelle a pu contribuer à l'omission de la largeur non conforme de 2 portes d'accès aux toilettes à mobilité réduite, les seules irrégularités d'accessibilité observées sur l'ensemble du chantier. L'accessibilité universelle est complexe et certaines adaptations peuvent être bénéfiques pour un groupe, mais problématiques pour un autre. Par exemple, une fontaine d'eau accessible pour les personnes à mobilité réduite peut représenter un danger pour une personne avec un handicap visuel, si la canne ne peut détecter sa présence. Malgré ces défis, les rapports des organismes ayant effectué les visites soulignent de nombreux éléments favorables pour l'accès aux installations et services pour les personnes vivant avec une déficience physique. Nous sommes également proactifs en effectuant des modifications supplémentaires pour améliorer l'accessibilité, comme l'installation d'ouvre-portes automatiques, l'achat de lumière avec interrupteur à hauteur accessible et de chaises avec appui-bras et dossiers pour un meilleur support. Nous sommes extrêmement fiers de notre bibliothèque, un lieu adapté et apprécié qui continuera de s'améliorer. Je félicite notre personnel pour sa rigueur et son engagement exemplaire dans ce projet. Comme pour une nouvelle maison, des ajustements sont nécessaires, mais notre détermination à assurer une accessibilité universelle reste une priorité. Je vous invite chaleureusement à visiter notre bibliothèque et à profiter de toutes les installations offertes. Si d'autres éléments suscitent des questions en lien avec l'accessibilité, que ce soit à la bibliothèque ou ailleurs dans les parcs d'infrastructures de la Ville, dans le parc d'infrastructures de la Ville, merci de nous prévenir et de nous aviser. J'aimerais maintenant faire un bref retour sur les festivités de la Fête nationale qui se sont tenues il y a un peu moins de 2 semaines. Le 23 juin dernier, près de 3000 Mascoutains et Mascoutaines se sont rassemblés au parc Casimir-Dessolles pour le spectacle de la bottine souriante qui nous a offert une excellente performance. Quant au rendez-vous urbain, ils ont accueilli, malgré la température exécrable, quelques centaines de spectateurs pour le spectacle de Barbeau. Toutes nos félicitations au service des loisirs, au service des travaux publics et à tous nos partenaires pour ce tour de force. Ce soir, c'est le grand départ des Beaux Mardis de Casimir à 19h30 avec l'Orchestre philharmonique de Saint-Hyacinthe et Marco Cagliari. De mon côté, j'y serai la semaine prochaine pour le spectacle de Francis de Grandpré. Et voici, pour M. de Grandpré et les autres, parce qu'habituellement, je suis toujours présent. Et voici la programmation du reste de l'été. Le 16 juillet, Marilyn Léonard, Farfadet et Freds. Le 23 juillet, Mélissa Bédard. Le 6 août, Caïn. Et nous terminerons notre saison des Beaux Mardis de Casimir le 13 août avec la performance de Bleu Jeans Bleu à ne pas manquer. Je vous rappelle que tous ces événements sont gratuits. Soyez-y, on vous attend en grand nombre. N'oubliez pas que le lundi 29 juillet prochain aura lieu la Journée des résidents à l'Exposition agricole de Saint-Hyacinthe. Cette journée spéciale offre un tarif préférentiel aux résidents de Saint-Hyacinthe. C'est un événement à ne pas manquer.
Si vous êtes à la recherche d'activités à faire à Saint-Hyacinthe, maintenant que l'école est terminée, la Ville en offre plusieurs pour tous les goûts. Piscine extérieure, disque golf, pickleball, planche à pagaie, faites votre choix. Pour tous les détails ou encore pour vous inscrire, consultez le site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe. Pour célébrer l'été, vous êtes aussi invités à la fête de votre quartier au centre communautaire le plus près de chez vous. Voici les dates à retenir, les dates qui sont restantes, parce que certains quartiers, que leur fête communautaire est déjà passée, pour la Providence de mémoire et pour le quartier Notre-Dame. Pour ceux qui sont à venir, le quartier Bourgeois le 5 juillet, le quartier Saint-Joseph le 12 juillet, le quartier Douville le 8 août, le quartier Sainte-Rosalie le 10 août, le quartier Christ-Roi le 14 août, et le dernier de la saison, le quartier Saint-Thomas-d'Aquin le 16 août. Participez en grand nombre. Du 10 au 14 juillet 2024 aura lieu la plus grande vente trottoir au Québec. Cet événement tant attendu, qui s'impose comme un incontournable estival, réunira une fois de plus les principaux pôles commerciaux de la ville de Saint-Hyacinthe, soit les Galeries Saint-Hyacinthe, le centre-ville de Saint-Hyacinthe, le M Rendez-vous Marchand et les autres commerces de la région dans une ambiance festive et conviviale. Cette année, la vente trottoir promet une expérience inoubliable pour toute la famille. En plus des offres spéciales et des rabais exclusifs dans les boutiques participantes, une variété d'animations et d'activités divertissantes seront proposées. Des jeux gonflables pour les enfants et adultes, aux démonstrations artistiques en passant par des activités sous la thématique du camping, il y en aura pour tous les goûts.